toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Je poste cette vidéo à midi. On est mercredi. Demain, je posterai une vidéo plutôt à 13h ou à midi parce que j'aurai pas le temps. Demain, je suis en déplacement toute la journée et je pourrai pas vous poster une vidéo à 7h demain matin, donc elle sera plutôt à midi, mais vous inquiétez pas, je vous la posterai. Beaucoup de personnes m'ont demandé mon avis assez abstrait sur les CBDC, c'est les monnaies numériques de banque centrale. Un petit peu mon avis, je vais vous donner mon avis. Et puis je voulais aller un peu plus loin pour vous faire un petit parallèle par rapport à toutes ces psychologies sur le Bitcoin, sur les cryptoactifs, par rapport à des réserves de valeur, le gold, parce qu'en fait ça revient beaucoup pour les jeunes non initiés, hein, alors que c'est pas forcément jeunes en âge, hein, mais ceux qui viennent d'arriver sur les marchés et qui commencent en fait très naturellement par le forex parce que c'est facile, parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible entre guillemets, et puis après on va un peu sur les actions, et puis on va plutôt sur les actions américaines, mais on voit que ça tire un peu la tronche, et puis l'Eldorado aujourd'hui que tout le monde entre guillemets s'accorde à dire, c'est les cryptoactifs. Voilà, c'est clairement l'Eldorado, de gros traders y sont, de plus en plus de fonds d'investissement y sont, et on est au début de quelque chose, et on se remet un petit peu dans le rétro, et on s'aperçoit que la bulle des dot-com, en fait on n'y est pas du tout au niveau des cryptoactifs, et qu'on a encore de très belles années à venir. Vous écoutez que quelques vidéos sur YouTube, par rapport à des gens qui sont là depuis quelques années maintenant, et en fait, vous vous apercevez qu'on a encore du chemin à parcourir. Ça va être difficile, parce que très volatile. On a quand même tendance, pour ceux qui viennent sur les cryptoactifs et qui sont tombés dans les cryptoactifs, c'est d'avoir une sensation de pouvoir faire de l'argent facilement. Bon, ça c'est bien sûr c'est une chimère, hein, ça n'existe pas. Il y a rien, hein, qui permet de faire de l'argent rapidement, quel que soit le projet que vous initiez, que ce soit légal ou illégal, tout est difficile, hein. L'argent, malheureusement, ne tombe pas du ciel. Et si c'est ce qu'on essaie de vous faire croire, c'est faux, hein, tout simplement. C'est un long chemin, c'est un parcours initiatique, d'abord psychologique sur les marchés financiers, avant de parler de capitalistique. C'est surtout psychologique et psychique. Et c'est ce que j'essaye de vous témoigner, de vous partager au quotidien dans les vidéos des rois du Bitcoin, qui ne sont pas que de l'analyse chartiste, même si c'est beaucoup pour ça qu'on est là aussi, bien sûr, hein, ou l'analyse graphique, mais c'est aussi pour apporter ce que moi j'ai ressenti en suivant des influenceurs sur Internet depuis quelques années maintenant, ce côté en fait psychologique qui n'est que malheureusement très peu abordé. Si vous prenez des chaînes YouTube américaines, c'est juste pas du tout abordé. C'est soit très psychologique, très liberté financière, très tout ce que vous voulez, mais c'est trop abstrait. Soit c'est ultra in the moon, longue x 50 et on y va Guingamp millionnaire dans un an. Non. Donc j'ai essayé de faire un petit peu la part des choses et puis de vous partager moi mon expérience et ma philosophie en vous partageant à la fois l'analyse graphique, l'analyse chartiste, un petit peu des concepts de trading. On voit parfois des concepts de trading un peu court terme et surtout d'un point de vue psychologique. Je pense que c'est le plus important sur les marchés en fait pour vivre et pour survivre et pour réussir et gagner sur les marchés financiers. Si vous n'avez pas un bon mindset, hein, le moyen malheureusement ne suffira pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait 90 des traders amateurs perdent, hein, sur un an. Donc il faut avoir un bon mindset et ce mindset vous allez l'acquérir en fait avec le temps. D'accord ? Donc ça sert strictement à rien si vous venez d'arriver sur les marchés financiers. Je vais un petit peu casser des rêves, mais je l'assume totalement, hein, puisque j'y suis passé par là. Je me suis fait démolir il y a quelques années, hein, sur les cryptoactifs. Peut-être ceux qui m'écoutent savent ce que c'est, notamment en 2018-2019. Hein, le dollar cost average, j'en a sauvé quelques-uns, et moi le premier. Donc j'ai essayé en fait de vous partager, même dans des hausses en fait assez fulgurantes du Bitcoin et des cryptoactifs, même si pour moi on n'a pas fini ce cycle haussier, hein, l'excès final nous ne l'avons toujours pas connu. Mais voilà, ceux qui arrivent sur cette chaîne, on est presque 10 000 maintenant sur la chaîne à partager au quotidien, et notamment sur le Discord, on vient de dépasser les 3800 personnes. Donc c'est très intéressant de partager au quotidien avec vous, et c'est ça vraiment que je voulais vous apporter. Donc on va parler de ça. On va parler un petit peu du Bitcoin, de l'or, des CBDC, et pourquoi pas faire que le parallèle, parce que je parle généralement beaucoup, même si j'ai vraiment envie de faire une vidéo très courte, moins de 35 minutes dans celle-là. On va essayer de la tenir, on verra bien, mais l'introduction est déjà très longue. On commence maintenant. Alors, on parle rapidement du Discord, mais le lien est dans la description. Reprenez toutes les vidéos précédentes et vous le saurez, comme ça, on avance. Alors, ces fameux monnaies numériques de banque centrale, déjà un petit tour d'horizon très simple. Aujourd'hui, 90% des banques centrales dans le monde travaillent dessus. Ok, c'est plus en fait un secret pour personne. C'est 90% des banques centrales y travaillent. La Banque de France travaille dessus, la Banque européenne travaille dessus, la Banque de Chine l'a même annoncé, la Banque américaine travaille dessus, la Banque du Japon travaille dessus, enfin 90% des banques centrales. La Banque du Mexique aussi est très avancée sur une monnaie numérique, bien évidemment. Donc on bosse dessus. On va faire tout de suite un parallèle,
Bon, je vais beaucoup parler, donc je vais peut-être moins vous montrer de trucs sur la vidéo, mais ça peut être intéressant de l'écouter en podcast si vous l'écoutez dans la voiture ou quoi que ce soit, ça peut être aussi intéressant. Ou en train de manger, ne restez pas devant l'écran, ça sert un peu à rien. Alors, on va prendre un petit peu de recul et de se dire aujourd'hui quel est le vrai enjeu des banques centrales aujourd'hui dans les pays riches et développés par rapport à cette monnaie numérique. C'est pas du tout l'idée de casser le Bitcoin. Ils s'en fichent un petit peu du Bitcoin. L'un ne va pas sans l'autre. C'est grâce au Bitcoin, si on commence à parler des monnaies numériques, c'est bien grâce à la blockchain, et grâce à la blockchain, notamment Bitcoin, qui a déjà fait ses preuves depuis maintenant plusieurs années. Ça fait plus de 10 ans que ça existe, donc on a essuyé les plâtres, et en fait, Bitcoin est, entre guillemets, la reine mère, si vous voulez, de ces banques centrales numériques. Il y a un truc que les banques centrales essayent de faire, et les États essayent de faire depuis de très très nombreuses années maintenant, depuis l'arrivée en fait de la carte bancaire, c'est de supprimer le cash. Voilà. Vous allez être surpris, mais le cash en fait représente aujourd'hui encore une très grande majorité des transactions au quotidien, notamment en France et en Europe. C'est plus de, me semble-t-il, 60%, 50 ou 60% des transactions sont encore faites en cash. Or, on vous explique qu'une personne sur 4 dans la rue n'a pas de monnaie sur lui. Or, c'est illégal de ne pas avoir de monnaie sur lui parce que vous êtes obligé d'avoir un minimum d'argent pour au moins pouvoir rentrer chez vous ou que vous vous situez dans le monde. C'est important d'avoir toujours un petit peu de cash sur soi. Et donc, moi, j'ai toujours un petit peu de cash sur soi. J'ai un vieux billet de 100$ qui traîne dans mon portefeuille depuis des années. Bon, il est encore utilisable. Et si vous avez besoin d'avoir quelque chose sur vous et si vous voyagez, je pense que ceux qui voyagent un petit peu me reconnaîtront et se reconnaîtront. Vous avez toujours 100 ou 200$ dans la poche. C'est normal puisque ça vous permettrait au minimum de rejoindre l'ambassade de France si vous êtes en France et si vous êtes français. Ça, c'est super important. Donc l'idée même des États, c'est de continuer à supprimer la monnaie fiat, entre guillemets, ou la monnaie fiduciaire ou le cash à travers le pays. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le cash permet l'anonymat. Vous pouvez acheter à peu près ce que vous voulez, en sachant que le cash en France, et c'est pas tout pareil dans les pays d'Europe, mais en France, c'est limité à 1 000 €, vous ne pouvez pas faire de transactions supérieures à 1 000 €. Exemple, c'est arrivé à mon beau-frère, je vous le dis ça, je le sais, pourquoi ? Parce que c'est il y a 15 jours avec mon beau-frère, il devait faire une réparation sur son véhicule, il est parti chez le concessionnaire, il a dit, bah voilà, ça vous fait 1 300 €, et donc il est suisse, il vit en Suisse, donc il a un peu de cash, et il a dit, bah j'ai 1 000 €, j'ai l'argent, mais enfin en cash quoi. Et la concession dit non, on ne peut pas accepter plus de 1 000 €, c'est illégal en France. Bah, je dis, j'ai que ça. J'ai pas de carte bancaire, j'ai que ça. Soit vous les prenez, soit vous les prenez pas. Bon, on lui a pris ses 1 000 € et puis il est reparti. Donc, il a eu une petite remise sur sa facture de 1 300 ou 1 200 €. Donc, c'était une excellente nouvelle. Félicitations. Donc, c'est comme ça que j'ai appris que le cash, qu'on pouvait pas faire plus de 1 000 € en transactions de cash. On dit aussi qu'au niveau des transactions en unité de compte à travers la France, ça représente moins de 7%. Alors, oui, il y a plusieurs choses. Moins de 7%, moins de 5%, etc. En effet, vous achetez généralement pas des voitures avec des billets de banque. Vous achetez pas des maisons avec des billets de banque. Donc en fait, la valeur même intrinsèque qui circule, si vous voulez, ou même les salaires, nos salaires ne sont pas payés avec des billets de banque, c'est généralement des virements bancaires. Mais par contre, si vous prenez en fait les dépenses du quotidien, ça représente plus de 50%. Il y a une deuxième chose en fait qui dérange beaucoup les États, et surtout les politiques et les banques commerciales notamment, c'est ce qu'on appelle les billets sous le matelas. Peut-être que ça fait longtemps que vous en avez pas entendu parler si vous êtes jeune à m'écouter, mais renseignez-vous sur internet, il y a beaucoup d'informations là-dessus. C'est un concept qui s'appelle la thésaurisation. Donc thésaurisation, c'est l'équivalent de je prends du cash pour me protéger, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est plus de 50% du cash en circulation. Pour vous donner un ordre d'idée, le cash en circulation en Europe, c'est 1300 milliards d'euros en circulation en monnaie fiduciaire. Donc partez du principe qu'il y a plus de la moitié de ce fric qui est sous le matelas chez les gens. Intéressant, Donc l'idée des monnaies numériques, mais pas plus que les comptes bancaires ou le compte nickel en France qu'on utilise un peu, ou vos cartes qui sont de plus en plus gratuites, carte Gold chez Fortuneo, chez Boursorama Bank, chez Orange Bank, etc. Toutes les bonnes en ligne, en fait, vous appâtent avec des cartes gratuites, si vous avez un minimum de paiement mensuel. Même en faisant de la gratuité, on continue quand même à utiliser le cash. Vous allez au marché, vous allez au bureau de tabac, vous allez au café ou au bar, généralement vous payez en cash. Voilà, donc c'est beaucoup utilisé dans ce qu'on appelle les monnaies courantes. C'est pas tous les jours qu'on dépense 300 € dans la journée. Généralement, on a des petites sommes, notamment la boulangerie. Ça, c'était aussi une chose. Donc tout ça fait que ça va être très difficile encore aujourd'hui pour les États de supprimer le cash. Donc on tend toujours à aller là-dedans, d'accord, et essayer de supprimer la monnaie fiduciaire. Bon, ça c'était un premier point pour vous dire que c'est pas demain la veille.
d'accord? Et c'est pas parce qu'il y a des monnaies numériques qui vont apparaître qu'on va tous se jeter sur les monnaies numériques. Ça, c'est clair, net et précis. Donc on pourra le faire sur pas mal de choses. Par exemple, si l'État décide du jour au lendemain d'abaisser en fait, c'est plus 1000 dollars ou 1000 euros que vous avez le droit de dépenser chez un commerçant, mais en fait c'est 100 dollars ou 100 euros, bah bien évidemment que vous serez peut-être un peu obligé d'utiliser la carte bancaire. Surtout que si le commerçant lui dit, bah vous avez, et puis si vous n'avez pas de masque, c'est 135 euros, on est d'accord. Donc ne pensez pas que l'État ne peut pas le faire. L'État, on le voit bien avec le pass vaccinal, pass sanitaire, pass vaccinal, masque obligatoire sur le nez, etc. Vous prenez 135 balles, vous n'avez pas compris, quoi. D'accord? Donc ça peut très bien être fait. Hein. Si le commerçant lui dit, bah, si tu acceptes les billets de 100 dollars ou les billets de 100 euros, tu as une amende de 135, je peux vous garantir qu'il ne l'acceptera plus. Bon, bah ça c'est évident. Maintenant, on en a un peu plus loin et si on le corrèle par rapport au Bitcoin, et après je ferai un parallèle par rapport au gold. De moi, ce qu'en fait je pense par rapport à mes recherches et par rapport à mon travail. Bon. Les monnaies nationales, les monnaies numériques de banque centrale, grosso modo, c'est du centralisé. 100% centralisé et 100% préminé. Si on le corrèle au Bitcoin et si on l'oppose au Bitcoin, Bitcoin c'est complètement décentralisé. Et c'est complètement non miné. Donc il faut le miner le Bitcoin. Donc déjà, première chose, un petit peu de décorrélation. Qu'est-ce qui va permettre en fait, qu'est-ce qu'elles vont surtout permettre ces monnaies numériques? C'est d'avoir une traçabilité à tout instant. Le Bitcoin permet une traçabilité à tout instant. C'est anonymisé parce que vous avez juste une clé publique et une clé privée, mais techniquement, vous pouvez en fait tracer toutes les transactions sur le Bitcoin. C'est un livre ouvert, hein. Vous écrivez sur un livre toutes les transactions. Aujourd'hui, le livre c'est 300 gigas à peu près, mais vous pouvez remonter sur votre petit Bitcoin que vous avez sur votre wallet, vous pouvez remonter sa trace en fait sur toutes les transactions depuis qu'il est arrivé sur votre wallet, depuis sa naissance, depuis son premier minage, depuis le premier bloc. Ok, donc ça c'est très très intéressant. Ça va permettre aussi de travailler sur des taxes. Hein, si vous savez exactement ce que les gens font, où ils vont dépenser leur argent, etc., bah, cette monnaie numérique aura une traçabilité telle que vous saurez exactement où est-ce que vous allez dépenser votre argent. Je vous fais un petit parallèle sur l'air du temps. Beaucoup d'entre vous ont un petit compteur Linky. Je passe du coq à l'âne, mais c'est intéressant. Un compteur Linky pour l'EDF, hein, vous savez, pour l'électricité. En fait, l'idée du Linky, c'est demain en fait de pouvoir exactement savoir où est-ce que vous consommez. On vous explique que c'est pour faire des économies. Ah bah votre ballon chauffe-eau consomme tant, ou votre thermodynamique consomme tant. Ah, vous avez le chauffage qui consomme tant. Oui, ça c'est une bonne chose. Sauf que demain, quand vous aurez une voiture électrique, parce que l'idée en fait, dans 20 ans, c'est qu'on soit tous en voiture électrique ou hydrogène. Mais je pense plus à l'électrique, c'est mon avis. Hein. Si Tesla revient dans une zone de rechargement long terme, j'achète du Tesla parce que je pense qu'il y a encore de bonnes aujourd'hui, c'est clairement, on est en forme de bulle, hein, puisque il n'y a plus d'argent qui rentre dans Tesla, c'est plutôt des dérivés et des options sur les dérivés. Mais techniquement, si vous commencez à brancher votre véhicule sur l'électrique, d'accord, bah, en fait, Linky va savoir que c'est une voiture. Ok, et donc l'État pourra vous envoyer une surfacturation sur votre truc EDF ou Direct Energy ou je sais pas quoi, ou Total Energy, pour vous dire bah, vous avez utilisé 26 kWh ce mois-ci sur votre voiture. Donc vous allez payer une taxe sur la voiture au niveau de la recharge. N'y pensez pas, c'est déjà en cours. Hein. D'accord, si je vous l'apprends, c'est déjà en cours de travail. Donc si aujourd'hui ils accélèrent les installations Linky, que ça devient quasi obligatoire, enfin c'est pas vraiment obligatoire, mais on vous explique que c'est un peu obligatoire pour ceux qui travaillent dans l'énergie, dites-le moi en commentaire si c'est obligatoire ou pas. Mais c'est très intéressant de voir en fait comment l'État rattrape en fait son retard par rapport à l'évolution industrielle, notamment sur les véhicules électriques notamment. On continue toujours sur les monnaies numériques par rapport à cet aspect inflationniste-déflationniste. Évidemment, les États continueront à faire du quantitative easing et continueront à imprimer autant qu'ils veulent de tokens. Ce ne sera pas des tokens, ce sont des monnaies numériques, hein, mais par rapport au Bitcoin qui lui sera déflationniste. 21 millions de Bitcoin, pas plus. Okay, donc, on ne rentrerait pas dans une forme de réserve de valeur sur des monnaies numériques, mais plutôt dans une idée de contrôle, de taxation, de surveillance de masse. Voilà, on est plus là-dedans. Et c'est pour ça aussi que ça va être très très difficile de l'amener. Donc c'est aujourd'hui un petit peu un feu de paille, hein, ces trucs-là, je vous le dis franchement. Hein. Les seuls qui vont pouvoir réussir éventuellement, c'est les Chinois et l'Asie, parce qu'ils vont l'imposer. Donc c'est plus facile. En Europe et aux États-Unis, ou dans les pays entre guillemets démocratiques, soit dit en passant, ça va être dur entre guillemets de l'imposer et de le faire et de le généraliser. Vous voyez que ceux qui nous écoutent par rapport au Bitcoin, etc., si on vous explique que demain le Bitcoin est légal en France, je peux vous dire qu'il y a moins de 1% de la population qui vont dire bravo, hein. Ils s'en foutent. Regardez au Salvador, c'est super compliqué hein, quand même, hein. C'est 6 millions de personnes et
Il y a pas un jour où le président du Salvador fait pas un tweet sur le Bitcoin ou je sais pas quoi. Bon, là, il a un petit peu décrié parce qu'il a un peu chuté, mais vous voyez un petit peu l'approche, si vous voulez. On en avait parlé dans les premières vidéos des rois du Bitcoin, mais ça va être très difficile, même sur les cryptoactifs, même le Bitcoin, de le faire accepter. Bon, mais ça, il y a un petit truc, entre guillemets, en parallèle, ça a été en fait que tout de suite, quand le Bitcoin est arrivé, on nous a expliqué que c'était la monnaie du terrorisme, que c'était pour des transactions illicites, etc. Et que les monnaies, entre guillemets, nationales, numériques nationales de banque centrale, vont pouvoir en fait limiter l'argent illicite. Or, les plus grosses transactions illicites ne se font pas nécessairement en cash. Elles se font de banque à banque. Hein, les Panama Papers, l'évasion fiscale, etc. Enfin, ce sont des banques en fait qui jouent avec le feu. Vous n'avez pas besoin, entre guillemets, il y a des gens qui sont payés très cher notamment sur les riches, hein, pour échapper à l'impôt ou diminuer l'impôt, même si c'est plus ou moins borderline, entre guillemets. Hein. Vous prenez Swiss Life, April, sans citer des marques, mais il y a des services entiers qui sont créés pour pouvoir initier ces évasions fiscales. Et ça permettrait éventuellement d'empêcher ça par rapport aux monnaies numériques actuelles comme le Bitcoin ou l'Ethereum, qui sait, mais pour le coup, feu de paille aussi. Ça, c'est du FUD, c'est pas du tout la réalité. Il faut s'enlever ça l'idée de la tête parce que le Bitcoin est complètement traçable. Hein, ça, je le répète, c'est super important. Bon, on a fait déjà un petit tour par rapport à tout ça. D'ailleurs, en Europe, ce sera 2023. Je ne vous l'ai pas dit, 2023 pour les protocoles des premiers, entre guillemets, tests de monnaie numérique. Donc vous voyez, on a le temps de faire le cycle. Hein. Vous avez, buy the rumor, sell the news. Hein. Si 2023, fin de cycle du Bitcoin, moi ça me va bien. On aura bien sûr, d'ici là, pris nos profits. On croise les doigts et je l'espère. Je reste très positif. Il y a un truc aussi qui va se passer, et ça on l'aborde peut-être très peu dans les médias. Moi je le vois quand même passer sur CoinTribune ou sur CryptoJohn aussi qui l'avait évoqué. Ça va permettre, au même titre que le Salvador, et c'est ça qui a été très très pénible vis-à-vis du Salvador, c'est que le Bitcoin et cette monnaie numérique déjà ancestrale ou historique, même si elle a que 13 ans d'existence, va permettre en fait de se décorréler des monnaies mondiales, Bitcoin, euro, etc. En réalité, si tu veux être libre, ou si un État veut être libre, il faut qu'il ait entre guillemets sa propre monnaie. Le problème, c'est que parfois on fait un peu n'importe quoi avec sa monnaie. On voit ce qui s'est passé un peu au Liban, on voit ce qui se passe actuellement en Turquie, on voit ce qui s'était passé aussi au Venezuela, où l'hyperinflation fait que la porte de sortie en fait de ces pays-là, en réalité c'est le dollar ou c'est l'euro. Hein, si vous avez des réserves en dollars et des monnaies de change en dollars, vous pouvez éventuellement limiter la casse et puis vous allez plutôt emprunter du dollar à des taux qui dépassent l'entendement. Mais techniquement, vous êtes soumis en fait à l'État. Si vous avez du dollar, en fait, c'est les Américains qui contrôlent votre pays. On voyait bien dans les pays d'Orient, Irak, Iran, etc. Ils essayent de plus en plus de se décorréler du dollar. Et on parle encore aujourd'hui, mais de façon très majoritaire, du pétrodollar. C'est énorme. En grosso modo, les Iraniens vendent leur pétrole contre du dollar. C'est des formes, c'est un peu compliqué à expliquer, donc vous pouvez vous renseigner. Mais techniquement, si les Américains peuvent imprimer autant de dollars qu'ils veulent et qu'ils achètent du pétrole en dollars, vous imaginez bien qu'en fait, ça leur coûte rien. Ils vont pas payer des pièces d'or. Ok ? Vous comprenez un peu l'idée. Ça, c'était la première chose. Sans rentrer dans les détails, c'était quand même important de remettre un petit peu le point. Je pense que c'est juste un feu de paille. Je pense que ça ne va pas prendre les ampleurs qu'on peut imaginer sur les 10 prochaines années par rapport aux monnaies numériques. Je peux bien sûr me tromper au niveau des banques centrales. Et pour une raison aussi simple, c'est qu'on ne sait pas ce que vont faire les gens avec. On ne sait pas ce que va faire papy, mamie ou nous, hein, quelle que soit notre génération X, Y ou millennials, qu'est-ce qu'on va faire de ces monnaies numériques. Et on s'aperçoit actuellement que si ça permet de remplacer le cash, le cash à plus de 50%, c'est sous le matelas. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Donc ça, c'était important. On fait aussi un petit parallèle pour pouvoir accélérer un peu le mouvement. On a tendance à dire que Bitcoin est égal gold, or, entre guillemets. Ok ? C'est la réserve de valeur du gold. Bon. Il faut savoir qu'aux États-Unis, je vous l'avais déjà abordé, mais il y a très longtemps, il faut savoir qu'entre 1933 et 1975, la possession de l'or aux États-Unis était illégale. Illégale. Vous n'aviez pas le droit d'avoir de l'or aux États-Unis
entre 1933 et 1975. Or, qu'a fait le gold pendant cette période? On va essayer de reprendre la souris. J'ai complètement tout cassé. Oui, je parle beaucoup, évidemment. Est-ce que j'ai un petit peu d'historique en mensuel? Est-ce que je vais l'avoir ou pas, mon historique? Donc voilà, je l'ai. Entre 1933 et 1973, il était illégal aux États-Unis de posséder de l'or. Qu'est-ce qu'a fait l'or? Alors, l'once d'or, c'était 35 $ l'once, hein, historiquement. 35 $ l'once, mais 35 $ l'once de l'époque. Ça veut dire que 35 $ l'once, ça représente 350 ou 450 $ ou 500 $ aujourd'hui. Hein. Ok? Si on prend dans les années 60 à peu près. Hein. 300, c'est x 10. 35 $ égale 350 $ aujourd'hui dans les années 60. Bon, on voit que ça commence un petit peu à travailler. On fait les talons or, je sais pas quoi. Derrière, 73. Donc jusqu'à 73, le gold était illégal. Or, on passe bien de 35 $ jusqu'à 1973. Le fameux, les accords de Bretton Woods, vous savez qu'on a arrêté en fait d'avoir les talons or adossés au dollar. Le dollar a explosé, littéralement, hein, il a plus que doublé. Okay, sauf que c'était trop compliqué pour les Américains de continuer à se corréler vis-à-vis du gold, défaillance monétaire, crise, tout ce que vous voulez, hein, la crise des 70, etc. Enfin, tous les 5 ans, il y avait des crises, et il y en a encore aujourd'hui, bien évidemment. Donc on a arrêté, entre guillemets, cette corrélation. Le gold, à ce moment-là, redevient légal en 75. Le machin, il explose. Ok, on le voit bien. Il explose littéralement, et pour atteindre jusqu'à 800 $. Mais de l'époque. De l'époque. Je suis pas actuellement sans inflation. C'est incroyable. Le machin, il est passé de 35 $ à 850 $, alors qu'il a été illégal. Ils l'ont interdit. Avant, c'était pas illégal d'en avoir. Après, c'était illégal d'en avoir. Et après, c'était plus illégal d'en avoir. Donc, qu'est-ce qui se passerait? C'est pour ça que j'aimerais que vous compreniez un petit peu de recul sur le Bitcoin. Imaginez que les banques centrales ou les banques disent le Bitcoin est illégal de, je vais dire une bêtise, hein, de 2025 à 2032. Alors, imaginez 2025 à 2032. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas prendre de la valeur. Ce sera juste illégal d'en avoir, ou il faudra aller à la préfecture, ou j'en sais rien, ou à la police pour dire, bah oui, j'ai un compte en... D'ailleurs, c'est obligatoire. Hein. Pour ceux qui m'écoutent, vous êtes obligé de, quand vous avez un compte Binance, Bittrex ou Degiro, hein, vous êtes obligé de le déclarer sur votre feuille d'impôt pour dire que vous détenez un wallet ou un compte en cryptoactif. À bon entendeur, vous faites ce que vous voulez, mais c'est obligatoire, techniquement. Donc derrière, le machin, il explose. Donc vous pouvez très bien imaginer que si en 2032, le Bitcoin redevient légal, il va faire, je sais pas moi, 50 000 $ ou 30 000 $, $1 million. On peut imaginer ça, sans aucun problème. Également en France, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, ouais, mais c'est pas nous. Non, mais en France, en 44, c'est le général de Gaulle qui demande en fait à tous les propriétaires, c'était juste à la fin de la guerre, le général de Gaulle demande à tous les propriétaires d'or d'aller amener gracieusement l'or au trésor public. Vous filez vos bijoux en 44 pour l'effort de guerre. Ok? Il s'est vite ravisé. C'était un an plus tard. Il dit bon, non, finalement, parce que personne l'a fait, ils sont pas fous les gens à un moment donné. Hein. À l'époque, ils étaient pas moins bêtes qu'aujourd'hui, hein, dans les années il y a 70 ans. Rassurez-vous, on est pareil. Hein. Les marchés se répètent continuellement, hein, soyez complètement rassurés. Donc il explique, non, bon, vous pouvez garder votre or, par contre, il faut venir s'enregistrer auprès du, je sais plus comment ça s'appelle, du trésor public ou un truc comme ça pour dire quelles sont les quantités d'or que vous avez. Au cas où que si on veut venir vous les choper parce qu'on a besoin de renflouer les caisses de l'État, on viendra vous les choper chez vous. Bon, vous dites aujourd'hui ça ne peut plus arriver. Mais non, mais c'est déjà arrivé. En fait, ça a déjà été fait tout ça. On l'a eu pendant Nicolas Sarkozy, c'était en 2012 ou 2014, je ne sais plus. Vous avez tous reçu un papier de votre banque. Pour ceux qui n'étaient pas bancarisés à ce moment-là, où ils avaient un compte jeune, vous ne l'avez pas reçu, mais vos parents l'ont reçu. Hein, si vous avez, ça fait 10 ans maintenant, quasiment 10 ans. Vous savez, et ça on le sait, hein, votre compte courant, en fait, entre guillemets en unité de compte, mais votre compte d'épargne ou votre compte courant, c'est garanti par la Banque de France à hauteur de 100 000 €. Ça veut dire que si vous avez plus de 100 000 € sur vos comptes, en cas de crack, en cas de tout ce que... Enfin bref, la banque peut dire, ou l'État peut dire, non, mais même si vous avez 700 000 €, on récupère 600 000 et vous avez plus que 100 000. Alors bien sûr, il faudra des trucs de... il faudra nous expliquer par A plus B pourquoi ils le font. Et ils trouveront une bonne raison. Vous savez, le Pax vaccinal, ils nous ont bien expliqué pourquoi c'était obligatoire. Hein? Bon, rassurez-vous, ils trouveront. Ça passera en douleur. Rassurez-vous, plus de la moitié des Français vivent avec moins de 1 salaire devant eux. Donc si c'est juste pour avoir l'approbation de la majorité des Français pour dire qu'on va bourriner les riches pour leur récupérer $1 million sur leur compte en banque pour payer les efforts de guerre, je peux vous garantir qu'ils le feront. Hein. Vous aurez l'État devant eux. Rappelez-vous d'ailleurs, juste, je voulais pas en parler, mais on peut en parler parce que ça m'y vient et je parle beaucoup. Ça va durer longtemps finalement cette vidéo.
Euh, Au moment où Emmanuel Macron prend la parole en juillet, c'était l'année dernière, hein, c'était l'été dernier, ils disent passe sanitaire obligatoire, fin de remboursement des tests du Covid antigénique et PCR à partir du mois d'octobre, etc. Bon, toutes ces annonces-là, qui étaient traumatisantes et assez... je ne vais pas employer le mot dictatorial, mais je le mets entre guillemets, je l'utilise quand même. Bon, un peu totalitaire l'histoire. À quel moment il a fait ça? Au moment où 53% de la population, entre guillemets, dite active, majeure, était vaccinée. Donc il avait la population derrière lui. À tort ou à raison, il l'avait derrière lui. Il a joué son coup, il a réussi, bravo quoi. Ok, on se retrouve aujourd'hui avec 92% de la population vaccinée, et puis c'est génial. Super. À tort ou à raison, hein, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Vax, anti-vax, chacun son métier. Moi, j'en sais rien du tout. Peu importe, chacun fait à peu près ce qu'il veut. Je suis assez liberticide là-dessus. Enfin, justement, je pousse à la liberté, pardon, au plus grand nombre. Donc ça, c'était aussi super important. On peut très bien, du jour au lendemain, interdire le Bitcoin en France. On peut très bien interdire aux États-Unis le Bitcoin. Rassurez-vous, ce sont les gros États qui vont le faire en premier. Sauf que généralement, entre ce que fait la Chine, Bitcoin, enfin le bannissement du Bitcoin par rapport aux États-Unis, généralement ils feront toujours le contraire les États-Unis. D'ailleurs, ils bannissent les mineurs, derrière c'est les Américains qui les récupèrent. On sera toujours sur un contre-pouvoir comme ça, mais c'est normal. Nous, les Américains c'est les gentils, les Asiatiques c'est les méchants, et puis vice versa. D'accord, c'est toujours la même chose, et puis, ou l'inverse, hein, bien évidemment. Mais on aura toujours des contrebalanciers. Et généralement, la France ou les pays entre guillemets d'Occident seront toujours plus ou moins avec les alliés en accord avec les Américains. Donc tant que les Américains bougent pas, les Européens, ils en bougent pas. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai vu passer une news comme quoi est-ce qu'il faudrait interdire le minage du Bitcoin en Europe, etc. Mais surtout pas, on a des centrales nucléaires et on va les utiliser, nos centrales nucléaires. Donc il faut arrêter avec ça. Éventuellement, on coupera, vous savez, hein, vous aurez une heure creuse, heure pleine, et ben on minera du Bitcoin en heure pleine et en heure creuse. Et puis, je peux vous garantir que les AMD, les Pentium et les Intel mettront en place des cartes graphiques ou des processeurs pour pouvoir miner à heure creuse, heure pleine. Vous inquiétez, tout évolue dans la vie. Tout évolue. Ouvrons-nous un petit peu et puis vous allez voir que tout se passera bien et on va avoir des processeurs, des cartes graphiques heure pleine, heure creuse. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera sur les ASICs très prochainement. D'ailleurs, pour ceux qui n'y avaient pas pensé, peut-être un petit marché là-dessus. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Super bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire plein d'autres choses, mais c'était voilà, juste pour faire un petit parallèle ou un petit comment moi je réfléchis sur les monnaies numériques. Je le résume très rapidement, hein. En fait, tout oppose Bitcoin aux monnaies centrales numériques, les monnaies numériques de banque centrale. Et d'ailleurs, j'ai même vu passer qu'ils enfin que certaines monnaies numériques essayaient de court-circuiter l'idée d'avoir une blockchain. Alors ça, c'est incroyable. Donc à ce moment-là, rester en unité de compte, ça ira très bien. Je sais pas trop si c'est pas ou plus ou moins adossé à une blockchain mais centralisée. Enfin bref, vous imaginez le délire. Mais en fait, l'idée même d'une monnaie numérique aidera à l'acceptation d'une idée certaine, si vous voulez, du Bitcoin et de la blockchain, etc. En fait, ce sera des bonnes nouvelles. Ce seront des bonnes nouvelles. Ça signera probablement des tops de marché. Parce que les énormes nouvelles comme quoi l'Europe sort demain sa monnaie numérique qui s'appellera le e-euro, bon, top de marché Bitcoin, effondrement, etc. By the rumor says the news, et tout ira bien. Ou le contraire, hein. Ça peut aussi définir un bottom de marché historique, tout simplement. Ça sera en fonction de la psychologie, entre guillemets, des gens à ce moment-là. Voilà, j'ai fait le tour, tout va bien. Je m'arrête là, plein d'informations sur Internet, plein d'informations là-dessus. C'était mon avis, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. Je pense qu'on continuera à utiliser nos cartes bancaires, je pense qu'on continuera encore longtemps à utiliser notre cash pour payer notre baguette de pain, aller au marché, etc. Et à continuer à mettre sous le matelas. Je ne préconise pas mettre sous le matelas. Mettez plutôt dans une assurance vie, parce que ce sera les derniers touchés, en fait. Si, il y a beaucoup de... Je vois mes parents, par exemple, qui ont du mal avec ça. Je mets rien à la banque, je mets rien dans les actions, c'est dangereux, je mets rien dans le machin, dans le Bitcoin encore moins, vous imaginez bien. Techniquement, c'est pas complètement fou. Mais la pire chose à faire, et ça, je pense qu'on est très nombreux à s'accorder là-dessus, c'est de mettre de l'argent qui dort sur des comptes à 0,25%. Ça, je pense que c'est vraiment pas la solution. Après, mettez-vous des règles. Hein, il me faut à disposition maintenant 3 mois de salaire ou 6 mois de salaire. Bon, avant d'investir sur les marchés, mettez-vous en place
Parce que ça aussi, je le vois beaucoup et on va aller loin dans le travail que moi j'ai fait, mais il y a longtemps déjà. Hein. Je voulais investir sur les actions, j'investissais sur les actions, mais j'investissais de l'argent que je ne pouvais pas perdre. Et j'investissais de l'argent de mon salaire de fin du mois, de mes 1400 balles. Donc je mettais 150 balles ou 70 balles, mais je préférais peut-être me faire un McDo. Enfin, le problème, c'est que je me faisais un McDo et puis en même temps, je mettais un petit peu d'argent à droite à gauche parce que j'étais dans cette culture de liberté financière, etc. Et j'ai commencé à la travailler comme ça. Oui, mais en fait, on commence trop tôt. On veut aller trop vite et on fait trop tôt les choses. Donc déjà, on va se sécuriser d'un point de vue... si vous voulez vous sécuriser d'un point de vue psychologique, il faut d'abord se sécuriser. Et ça, je vous inviterai à reprendre la pyramide de Maslow. Sur les besoins en fait de la pyramide de Maslow, se vêtir, se loger, manger, et puis après s'épanouir, et puis après la reconnaissance, et après le dépassement de soi. On essaye vraiment de mettre en place une stratégie sur la stratégie 4A, mais qui vient souvent après beaucoup d'erreurs qu'on a pu faire d'antan. Exemple, faire des leviers, exemple, trading court terme, exemple, passer des heures devant les écrans, quitte à ne plus aller travailler. Attention à ça, c'est pas le but du tout. Hein. Le plus important, c'est de sécuriser sa famille et soi-même en priorité. Et après, l'investissement, ça vient après. Les gens qui sont riches aujourd'hui ou qui ont réussi à atteindre cette liberté financière, ils ont travaillé beaucoup, et ils ont mis en place une stratégie, mais sur le long terme. C'est super important. Donc j'en suis passé par là, comme ça je vous témoigne un peu de mon expérience, et j'ai commencé en fait à mettre de l'argent de côté, mais d'abord pour moi, avant de l'investir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis complètement sécurisé. Je peux arrêter de travailler pendant 1 an, je suis complètement sécurisé. Et après ça, je commence à investir. Donc les sommes que j'investis aujourd'hui, c'est même pas de l'argent dont j'ai besoin, c'est de l'argent que j'en ai même pas besoin, mais même par rapport à ma sécurité financière que j'ai déjà accumulée. Et ça m'a pris un petit peu de temps pour le faire. Je vous donne juste une petite piste de réflexion de comment on peut faire ça assez facilement, juste d'un point de vue d'un travail psychologique. Je fais ça, et après, je finis la vidéo là-dessus. Ce sera une vidéo, entre guillemets, hors série. D'accord ? C'est pour tous ceux qui voulaient écouter cette vidéo, ou le petit podcast en regardant la courbe du gold en train de m'entendre. Et je finirai là-dessus. Et si je vous reposte une vidéo sur toutes les cryptoactifs que j'ai pas fait, mais demain matin 7h, je la tourne maintenant. Même si on est mardi, on a le temps, je vous tournerai cette vidéo-là et je vous expliquerai que je l'ai tournée que mardi. C'est pas grave, j'ai un peu de temps. J'ai du temps mardi soir de toute manière, donc ça tombe bien. Vous prenez un bout de papier et vous marquez à chaque fois que vous voulez quelque chose, quel qu'il soit, sauf si c'est pour faire un cadeau à votre chérie ou à votre chérie avec un E ou chérie avec un I, ou faire un voyage, etc. Il faut un peu s'amuser dans la vie ou sortir avec les copains. Okay ? Mais si vous voulez par exemple un nouveau smartphone, ou je sais pas, un nouveau truc Sonos, ou un truc acoustique, ou un vidéoprojecteur, ou une nouvelle télé, parce que votre télé marche très bien, mais vous voulez la nouvelle parce qu'elle fait 55 pouces et l'autre elle faisait que 38 pouces. Bon, je dis n'importe quoi, mais vous imaginez bien le truc. Vous prenez un papier, vous mettez ce dont j'ai besoin. Vous tirez un trait et vous mettez en face ce dont j'ai envie. Et à chaque fois que vous voulez quelque chose, vous dites dans quelle case ça va. Est-ce que ça va dans ce dont j'ai besoin, ou est-ce que ça va dans ce dont j'ai envie ? Juste petit travail que moi j'ai fait il y a quelques années. C'est très contrariant. Et vous allez voir qu'en fait, la quasi-totalité des choses que vous désirez, qui coûtent souvent cher, vont dans ce dont j'ai envie. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir. Et il y a toujours des effets pervers à ce genre de choses. C'est qu'on se retrouve dans une situation où on peut parfaitement se l'offrir, mais c'est que comme en fait on a structuré notre mental et notre mindset de cette façon-là, bah, c'est très difficile de revenir en arrière. J'ai beaucoup moins de mal en fait à investir 2000 balles dans une cryptoactive qui peut tomber à zéro que de m'acheter le dernier iPhone. Oui, j'ai beaucoup moins de mal à investir dans une crypto à 2000 balles que de m'acheter le nouvel iPhone. J'ai plus de mal à m'acheter un nouvel iPhone, même s'il coûte 2 fois moins cher, s'il a 1300 balles ou 1200 balles. C'est dur pour moi. Mais mettre 2000 balles dans DOT, par exemple, ou le Polkadot, j'aurais beaucoup moins de difficultés à le faire. C'est bizarre, hein ? C'est un peu... Voilà, c'est un mécanisme. C'est pas très sexy parfois d'être dans la tête des personnes qu'on écoute, mais voilà, c'est juste des toutes petites pistes de réflexion qui fait le petit, vous savez, le petit pas supplémentaire par jour. Hein, vous avez beaucoup de vidéos comme ça sur le développement personnel, etc., que moi j'ai beaucoup écouté il y a encore quelques années, et qui en fait m'a construit. Je prends toujours, et comme les vidéos des rois, prenez toujours ce qui vous intéresse le plus, allez le capter, ces choses-là qui vous intéressent. Je pense que ça nous permet d'avancer tout doucement vers un champ des possibles et de vous ouvrir des possibilités qui aujourd'hui vous semblent inatteignables, mais qui dans 1 an vous direz mais c'est évident et c'était complètement logique. Bon, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est de savoir exactement à combien sera le Bitcoin dans 1 an. Bah, malheureusement, personne ne peut répondre à ça. Personne ne peut répondre à ça. Par contre, ce qu'on peut faire aujourd'hui,
pour pouvoir investir notre argent demain dans des reprises haussières, dans des bull runs, parce que c'est cyclique, et bah, préparons-nous. Et puis je vois beaucoup de nouvelles personnes sur le Discord et sur les cryptoactifs qui viennent d'arriver, qui savent déjà, juste en écoutant 2-3 vidéos, qui sont déjà arrivés soit à mi-chemin, soit à la fin. Donc avec un peu de chance, on est à mi-chemin, et si on n'a vraiment pas de chance, on est déjà à la fin. Et en fait, comme on a cette sensation d'avoir loupé le train, on a envie de mettre plus. Qui dit plus, qui dit potentiellement perdre plus. Emprunter de l'argent à notre famille, faire des crédits conso pour investir dans le Bitcoin, c'est complètement interdit de faire ça, mais bon, qui va vous en empêcher, c'est toujours pareil. On n'a pas le droit de faire des crédits pour investir en bourse. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est très très important, ça peut vous tomber dessus, faites attention à ça bien évidemment. Je ne le préconise pas du tout, bien évidemment. On investit toujours l'argent qu'on est prêt à perdre. Même si dans votre tête, vous dites, oui, mais j'ai fait un crédit de 10 000 balles ou de 15 000 balles pour le mettre dans le Bitcoin, et puis ça me coûte que 150 € par mois parce que c'est un crédit étudiant, c'est pas du tout la bonne solution. Hein. D'accord. Ou un crédit X ou Y. Hein. Parce qu'on a... c'est vraiment c'est profond. On a ces effets pervers. Je finirai là-dessus parce que je peux parler pendant des heures et à vous embêter avec ça. Je mettrai hors série que pour les plus patients dans la vignette de la vidéo. Si on n'a pas beaucoup de vues, c'est pas très très grave. Ce sera la vignette hors série, entre guillemets. Et je vous la posterai plutôt à 18h. Ah, plus simple. Ah, ce sera plus simple. Ouais, tout à fait. Comme ça, pour ceux qui rentrent du boulot et qui veulent écouter le podcast dans la voiture, ça peut être super intéressant. On a ces effets pervers de dire... Je reviens, j'avais oublié de dire ça tout à l'heure, entre le gold et le Bitcoin. Vous allez voir vos parents ou des personnes peut-être un peu plus âgées, un peu plus initiées, même sur les cryptoactifs, vont dire non, le cash c'est de la connerie. Ils ont compris en fait que le cash c'était peut-être pas la meilleure solution. Quand je dis le cash, c'est pas vos 150 balles qui vous restent à la fin du mois. Quand je dis le cash, c'est si vous avez 400 000 balles ou 50 000 € sur un compte en cash maintenant que vous pouvez retirer. On dit non, c'est dans l'or qu'il faut le faire. C'est dans l'or qu'il faut le faire. C'est mieux d'avoir des pièces d'or. Parce que le pièce d'or, c'est ancré en fait dans notre esprit, ça. Que ça lutte contre l'inflation. Sauf qu'on nous répète continuellement à la télé qu'on est dans l'inflation, qu'il y a une surinflation, que la Fed vient d'annoncer 7% d'inflation, qu'en Europe c'est 8%, 4,5%, le remonte des taux, donc inflation, donc crash des marchés. Bon, gold. Et on le voit bien. On ne se ment pas, hein. On le voit bien qu'il y a une recrudescence et on a validé un W-Weekly sur le gold. Et je vous ai expliqué qu'on était actuellement dans une zone de rechargement long terme d'achat hors inflation sur le gold. Et c'est comme ça qu'il faut prendre le gold. Hein. C'est pas dans sa stratosphère, mais c'est plutôt hors inflation. Et en structure, des jolis W-Weekly, c'est magnifique, c'est génial. Ok, on est à 1844. Ça évolue doucement, mais c'est toujours mieux qu'un PEA. Sauf que nous, on a l'impression, quand on parle, c'est presque mieux que le Bitcoin. Et j'ai vu passer, c'est très bien, hein, sur le Discord, comme quoi... Ray Dalio avait dit que le gold est un sérieux concurrent du Bitcoin. Oui, en tant que réserve de valeur. Mais maintenant, quand vous êtes dans la tête d'un investisseur qui a 50 ans de boîte, entre guillemets, d'investissement et qui est milliardaire, déjà, il ne gère pas 150 000 €. Il en gère, en fait, 1 million de fois plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Et bien évidemment qu'il ne va pas mettre l'intégralité de ses billes dans le gold, dans le Bitcoin. Mais le gold est pour lui intéressant. Mais il ne va pas acheter du physique. Quand on parle à des gens dans la rue ou vos amis, le plus important pour essayer de contrer l'inflation et pour garder nos billets, c'est d'aller chercher des pièces d'or Napoléon. Je dis pas le contraire, mais c'est pas ça qu'on recherche en fait. On va plutôt aller chercher des ETF ou des ETF baqués en fait sur l'once d'or pour protéger cette inflation. Puisque quand vous mettez un pied entre guillemets dans les marchés financiers, vous êtes en train déjà en fait de mentalement changer. Et de toucher des choses que vous n'avez pas encore touchées il y a 1 an, il y a 2 ans en arrière ou il y a 3 ans en arrière. Et plus vous y êtes, et les membres confirmés, expérimentés me le diront, et j'espère, hein, me le valideront, c'est que tous les jours, ils en apprennent encore. Ça fait 4 ans, il y en a, ou 5 ans, ou même 10 ans, il y en a qui sont sur les marchés financiers, qui découvrent la crypto, et qui disent, oui, bah, j'avais même des indicateurs techniques que je n'utilisais pas sur les marchés traditionnels, alors que vous pouvez très bien les utiliser sur les marchés traditionnels, sans aucun souci. C'est pas les cryptos qui ont inventé le truc, hein, c'est le marché traditionnel à la base qui ont inventé tous les indicateurs techniques qu'on utilise, mais qu'on utilise depuis 70 ans ou 50 ans. Okay, et donc on découvre des trucs, des patterns, des petites choses comme ça qui sont très connues, mais qu'on redécouvre dans la crypto parce que y a beaucoup de vidéos qui sont plus dans il faut investir là-dedans, moins 30%, mais c'est pas grave, racheter. Non, on va essayer de prendre du recul, on parle court terme, même si on a une vision long terme. C'est toujours ça qui est intéressant. Je finis juste sur mon propos et j'arrêterai cette vidéo, ce petit podcast devant sans toucher les graphiques. C'est pas très très grave. On dit il faut acheter des pièces d'or. Mais le seul truc, c'est qu'en fait, on vit aujourd'hui dans la peur.
Et les médias attisent la peur. Les cambriolages, les casses, je me fais voler ma voiture, mais tout ce que vous voulez. Hein, même les assurances, entre guillemets, habitation, les raz-de-marée, les intempéries, les j'ai perdu ma maison sur BFM TV aux États-Unis, un tremblement de terre. Donc vous n'avez pas trop envie, entre guillemets, d'avoir des pièces d'or chez vous, des billets de banque chez vous, parce que vous avez peur de vous faire dérober. Et à tous ceux que je parle aujourd'hui, je pense que connaissez au moins une personne, proche ou de loin, qui s'est fait cambrioler. Donc ça vous refroidit un petit peu d'acheter entre guillemets de l'or ou du bitcoin, de l'or ou mettre des billets de banque sous le matelas. Et bah en fait, pour moi le bitcoin, à part à déchirer votre 24 mois en deux et en donner un dans un compte, enfin dans une banque scellée et vous gardez l'autre moitié, vous pouvez avoir de l'or en fait dans la poche. Et ça c'est quelque chose qui a très très rapidement été compris par des gros investisseurs pour dire que j'ai plus des lingots d'or dans un coffre à la maison, à mon bureau. J'ai en plus que c'est dans ma poche, mais c'est aussi dans ma tête et c'est aussi dans une clé. Enfin, vous voyez à quel point ça peut aller très très vite et que ceux qui étaient là depuis le début, entre guillemets, ont compris l'idée de mettre un petit peu de ces bagues plutôt que d'acheter de l'or physique ou des ETF, hein, mais plutôt de l'or physique. C'est qu'on sortait complètement du marché. On n'était plus soumis à un tiers de confiance. Quand vous achetez un ETF, vous êtes soumis à une plateforme qui vous livre l'ETF. Quand vous avez vos bitcoins, mais vous avez vos bitcoins. Et c'est ça toute la différence par rapport aux monnaies centrales, par rapport aux ETF, par rapport aux lingots d'or, par rapport aux pièces de monnaie, par rapport aux cartes Pokémon, parce qu'on peut aller très très loin en fait dans le délire, par rapport à des réserves de valeur. Le bitcoin, il est sur vous et partout à la fois. Et je n'ai pas encore trouvé, me semble-t-il, et c'est là la révolution et je finirai là-dessus, un outil qui a de la valeur, même intrinsèquement, hein, et puis je reprends plein de commentaires demain sur il peut pas tomber encore en dessous des 35 000, j'en ai plein des commentaires comme ça, je comprends pas très bien, mais c'est pas grave, tant mieux. On en parlera et je répondrai parce que toutes les critiques sont très positives. C'est le seul actif tangible, j'ai envie de dire, qui se trouve à la fois sur vous et partout autour de vous. Et vous pouvez le récupérer à n'importe quel moment, partout sur la planète. Si vous avez des lingots d'or chez vous et que vous êtes à Dubaï, ça va être difficile. Et si vous habitez en France et vous êtes à Dubaï, c'est difficile de récupérer vos lingots d'or. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu dans tout ça, c'est voilà, des réflexions que j'ai eues moi et que j'ai comprises et que j'en découvre encore au quotidien aujourd'hui et j'en découvre encore plus avec vous et c'est pour moi un accélérateur d'apprentissage ce Discord parce que vous partagez plein de news, etc. Et je me dis que on est vraiment vraiment au début de quelque chose et si on prend encore une fois et si au fond de vous vous pensez on s'en fiche de la volatilité et que vous pensez juste ça, que le Bitcoin c'est peut-être l'or de demain et comment on dit ça, la réserve de valeur un petit peu de demain, au même titre que le gold, bah regardez juste la courbe du gold, quoi. Regardez juste ça, et puis je pense qu'actuellement, on doit se trouver par là. On a déjà connu notre bull run, je sais pas quoi, donc voilà, on est peut-être par ici, quoi. On est à $800 là. Voilà. Donc je pense qu'on a encore des belles années, hein. On a encore du temps, et puis là, c'était 2008-2007, quoi. Donc on va encore se faire ravager, mais le bear market, entre guillemets, du gold, voilà, c'était 2000, quoi. 2000, chute des dot-com et derrière, rallye. Hein. Ah, on peut revivre ça, hein, je dis pas le contraire, hein, sur le Bitcoin, et même on est peut-être ici, ou peut-être qu'on est peut-être là sur le Bitcoin. On va dire qu'on est dans les années 70 du Bitcoin, puisqu'on n'a toujours pas, entre guillemets, interdit le Bitcoin. Si, en Chine. Voilà, on est peut-être là. Voilà, allez, on part là-dessus. On va essayer de le zoomer très très fort. On va dire que Bitcoin, c'était entre 0 et 10 000 dollars pendant longtemps, ou 20 000 dollars pendant longtemps. Ensuite, derrière, ça fait son petit rallye. On va retracer, mais on va pas casser les précédents lots. Donc, on reste sur les 30 000 dollars. Je dis une bêtise. Hein. Et puis derrière, on part sur le rallye. Voilà. Donc, on reconnaîtra des crashs. Hein. Pour ceux qui n'étaient pas là, attendez des zones de rechargement. Hein. C'est pas très très grave. Et puis derrière, on ira chercher peut-être des premières classes parce qu'on est venu chercher probablement des premières classes ou des classes éco ici sur le Gold. Et puis, on fera des nouveaux rallyes. Et puis, voilà, mettez peut-être 100 balles là-dessus et puis laissez-le dormir. Ce sera toujours mieux que le laisser probablement à la banque. Mais ne vous surexposez pas. Hein. Le plus difficile, c'est ça. C'est quand on se fait happer par ce marché, on a tendance à se surexposer, à mettre trop vite et finalement avoir plus que les yeux pour pleurer parce qu'il faudra les encaisser, les moins 70% si ça arrive. Hein. Il faudra vraiment les encaisser. Voilà pour ça. Je le mets en hors-série, je le partagerai en fin de journée. Pour ceux que ça intéresse, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.
Je pense que ça a dû être difficile pour vous. Moi, ça m'a fait plaisir de vous partager, vous témoigner un petit peu ça, mais au moins je vous réponds sur ma vision plus ou moins long terme sur les CBDC. Je pense que ça va pas trop changer la mécanique du monde. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été lancé finalement sur le Bitcoin et avant que je le découvre, pour le coup, et vous, si vous venez d'arriver, ou si vous êtes là depuis quelques années, vous le redécouvrez encore au quotidien, bien évidemment. Mais ça ne fera peut-être pas grand-chose. On se partage tout ça dans les commentaires de la vidéo YouTube, hein, si vous avez plein d'idées, pas forcément des croyances, mais peut-être des concepts ou des choses que j'aurais pas du tout dit ou des choses très importantes, hein, que j'aurais pas dit sur ces monnaies numériques de banque centrale. N'hésitez pas à les partager dans le Discord. On se retrouve demain sur la vidéo que je voulais vous faire à la base sur les cryptoactifs que j'ai pas abordés. Je répondrai à quelques questions sans pour autant rentrer dans le Bitcoin, etc. Et je vous ferai peut-être une vidéo en fin de journée ou à midi, je sais pas. On va en faire plein, il n'y a pas de problème. On a le temps chez les rois. Ciao.